Bonsoir à tous. Joyeux mois des fiertés. Je m'appelle Anne-Sophie, mes pronoms sont elle et là et j'utilise les accords au féminin. Je suis accompagnée de mon collègue Zachary, qui est agent de recherche et de sensibilisation, qui utilise les pronoms il et yel et les accords en alternance ou neutre ou masculin, si je ne me trompe pas, Zachary. Oui, masculin ou neutre. Et ainsi que Arnaud, pronom il et lui, il et le, accord au masculin. Donc, on est ici pour vous présenter les résultats du projet de recherche qu'on a réalisé dans le cadre du réseau franco-ontarien pour l'inclusion de LGBTQIA+, de Franco-Queer, qui est la première et unique association provinciale pour les francophones de LGBTQIA+, en Ontario. Mais avant de poursuivre, je vais procéder à la reconnaissance territoriale. En fait, avant ça, un petit joyeux anniversaire à Franco Queer, qui, soit dit au passage, célèbre son 18e anniversaire aujourd'hui. Raison de plus, justement, pour aller de l'avant avec la reconnaissance territoriale. Donc, le siège social de Franco Queer est situé à Tite-Caronto, qui est le nom traditionnel de la ville de Toronto, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom colonial de Toronto, pardon. La ville de Toronto fait partie du territoire de la Première Nation Anishinabek des Mississauga de Crédit, ainsi que des peuples Haudenosaunee et Wendat. Le territoire fait l'objet d'un accord ou ceinture wampum, dit du bol à une seule cuillère, qui non seulement engage ces peuples, mais ainsi que toutes les personnes vivant sur les terres à partager et à protéger les ressources naturelles de manière respectueuse et durable, en considération des besoins d'autrui, y compris des futures générations. Zachary est à Ottawa. Je viens d'Ottawa. Il s'agit qui fait partie du territoire non cédé de la nation Anishinabek-Algonquine. Par contre, je vis à Québec, qui est un territoire à la croisée du Nihonwentio, le nom traditionnel du territoire pour le peuple Huron-Wendat, du Ndakina, du peuple Wabanaki, du Nitassinan, du peuple Innu, du Nitaskinan, du peuple Atikamekw et du Wolastoquk, du peuple Wolastoqey. On aimerait souligner aussi qu'il est important de comprendre et d'honorer l'histoire de la Terre et les enseignements traditionnels des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qu'il s'agit en fait d'un moyen ou d'une étape importante vers la réconciliation et la construction d'une société plus inclusive et solidaire. Je vous invite notamment à découvrir les 7 enseignements sacrés et je me permets de les partager avec vous. Chérir la connaissance, c'est connaître la sagesse. Connaître l'amour, c'est connaître la paix. Honorer toute la création, c'est avoir le respect. Le courage, c'est faire face à l'ennemi avec intégrité. L'honnêteté signifie également droiture. Soyez d'abord honnête avec vous-même dans vos paroles et vos actions. L'humilité, c'est savoir qu'on est un élément sacré de la création. Et la vérité, c'est savoir toutes ces choses. Donc, je vous invite à en découvrir plus sur les 7 enseignements sacrés. Le déroulement de la rencontre, à noter que si vous avez assisté à la formation livrée le 25 mars dernier, vous allez trouver la présentation d'aujourd'hui redondante. En fait, il s'agit d'une version retravaillée de la première partie de la formation qu'on a livrée le 25 mars dernier. Donc, on tenait à le souligner pour que vous sachiez à quoi vous attendre ou pour la gestion des attentes. Donc, dans un premier temps, on va parler des objectifs de la rencontre. Ensuite, présenter les grandes lignes du projet, les résultats de la recherche. Zachary va vous présenter les recommandations. On va faire un tour des ressources dans la trousse pour l'inclusion de LGBTQIA+, pour enfin procéder à la conclusion durant laquelle il y aura une période de questions. Zachary, je te cède la parole. Bon, commençons avec les objectifs de la rencontre. On espère qu'à la fin de la rencontre, vous aurez eu la chance d'apprendre davantage sur les obstacles à l'inclusion des francophones de LGBTQIA+, dans l'obtention de services ou soins en Ontario, les bonnes pratiques en matière d'inclusion des francophones de LGBTQIA+, dans l'offre de services ou de soins en Ontario,
et finalement apprendre plus sur la trousse pour l'inclusion et ses ressources qu'on vient de créer tout récemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. On va faire de notre mieux pour y répondre au fur et à mesure, soit dans le clavardage ou dans la présentation. On veut toutefois créer un espace d'apprentissage sain et sécuritaire, donc on vous invite à utiliser un langage respectueux. Toutes les questions sont les bienvenues, y compris les questions maladroites. Cependant, quiconque publie des questions ou des commentaires discriminatoires pourrait être expulsé de la rencontre. Et donc, on a une petite question pour vous, pour lancer la rencontre avec un petit peu de dynamisme. Sur une échelle de 0 à 10, et Arnaud va publier ceci sur le Zoom. Sur une échelle de 0 à 10, où 10 est le plus élevé, comment qualifierez-vous votre niveau de connaissance des enjeux de l'inclusion des francophones de la LGBTQIA+ en Ontario? Est-ce que vous voyez la question sondage? Oui, super. On va attendre encore quelques secondes. On a 8 réponses sur 12. Et je vais fermer les votes et afficher les résultats. Moi, je ne les vois pas, les résultats. Arnaud, est-ce que tu peux me les communiquer? Alors, 10% à 0, 20% à 2, 10% à 3, 20% à 5, à 7 et à 8. OK, super. Bon, ben, on espère au minimum que vous allez pouvoir en apprendre un peu plus d'ici la fin de la présentation. Merci d'avoir participé au petit sondage. Donc, je reprends la parole. Merci, Zachary, pour vous présenter le projet. Donc, le projet a été mené par Franco-Queer et financé par Femmes et Égalité des genres Canada. L'objectif, c'était de voir quels sont les obstacles à l'inclusion des personnes de SLGBTQIA+, dans l'offre de services et de soins en français en Ontario, voir aussi quelles sont les bonnes pratiques. Donc, on a formé un comité d'orientation composé de 2 volets, un volet organisationnel, un volet communautaire. Donc, chacun des volets nous a accompagnés tout au long de la démarche pour préparer les outils de collecte de données, pour préparer les ressources qu'on a conçues, nous fournir des rétroactions à des fins d'amélioration continue et pour tenir compte des besoins non seulement de nos communautés, mais aussi de nos partenaires organisationnels à chacune des étapes du projet. On a organisé, en fait, 9 groupes de discussion, mais un groupe a été annulé parce qu'il n'y avait pas de personnes participantes. Donc, finalement, 8 groupes de discussion avec une quarantaine de personnes. Les groupes étaient structurés selon l'appartenance identitaire. Donc, c'était des sous-groupes afin de relever les enjeux intersectionnels, c'est-à-dire les enjeux que vivent les membres de nos communautés à l'intersection d'autres identités, comme par exemple identité ethno-raciale, identité origine, les origines, mon Dieu, j'ai comme un blanc de mémoire. Ah oui, l'âge, l'identité de genre versus l'orientation affective et sexuelle, etc. Donc, on a rencontré des jeunes, des aînés, un groupe de personnes autochtones, racialisées et ou immigrantes, les personnes dans le nord de la province, dans le sud de la province, les parents et les personnes tutrices. Je pense que c'est ça, on a fait 2 groupes avec les jeunes. On a aussi administré un sondage communautaire, 58 personnes y ont répondu, de même qu'un sondage organisationnel avec 82 réponses, dont 8 réponses partielles. Les secteurs qui ont été mentionnés le plus fréquemment, pour lesquels on a le plus de données, sont les secteurs de la santé et de l'éducation. Maintenant, en ce qui concerne les résultats de la recherche, je vais commencer par vous présenter les enjeux et les besoins du point de vue des francophones arc-en-ciel ou de SLGBTQIA+, en Ontario.
Donc, question quiz. Parmi les facteurs, Arnaud, tu peux activer le questionnaire. Parmi les facteurs facilitant l'inclusivité des services, lequel a été sélectionné selon vous le plus souvent par les personnes qui ont répondu à notre sondage? A, les documents et formulaires inclusifs. B, le personnel faisant partie de la communauté de SLGBTQIA+. C, les symboles de SLGBTQIA+, signes visibles et auditifs. D, le personnel qui intervient pour interrompre une situation de discrimination. Ou E, signature de courriel affichant les pronoms. Donc, selon vous, lequel de ces facteurs facilitant l'inclusivité a été sélectionné le plus souvent par des membres de nos communautés? Arnaud, tu nous diras quand le sondage est terminé. Ouais, les réponses rentrent. On peut attendre encore quelques secondes. Alors voilà les résultats. Documents et formulaires inclusifs à égalité avec personnel faisant partie de la communauté de SLGBTQIA+, à 27%, et symboles de SLGBTQIA+, 45%. OK, super. Et donc, la bonne réponse, B, personnel faisant partie de la communauté de SLGBTQIA+, c'est ce qui rassure le plus les membres de nos communautés en ce qui concerne les facteurs facilitant l'inclusivité des services. Donc, le numéro 1, le personnel, on vient de le dire. Numéro 2, pratique donnant l'impression que le personnel est sensibilisé et outillé pour répondre aux besoins de la communauté de SLGBTQIA+. L'approche intersectionnelle, les symboles de SLGBTQIA+, autant des signes visibles qu'auditifs. Donc, quand on parle d'un signe auditif, on parle par exemple de nommer ses pronoms et ses accords d'usage, ainsi que les documents et les formulaires inclusifs. On a inclus une citation ici qui est assez percutante. Quand je vois le drapeau franco-ontarien et le drapeau arc-en-ciel ou progressif, alors là, c'est le paradis. Et soit dit au passage, quand on parle de symboles de SLGBTQIA+, on nous a aussi rapporté l'importance des symboles à l'image de différentes diversités, parce que les personnes arc-en-ciel ne sont pas uniquement des personnes arc-en-ciel, c'est-à-dire de SLGBTQIA+. Donc, tous les symboles d'inclusion sont encouragés dans les espaces organisationnels. Ensuite, en ce qui concerne les activités communautaires pour améliorer la qualité de vie, on réclame des activités sociales en personne et en ligne, des soins de santé mentale, des activités culturelles et artistiques, des activités de bénévolat, ainsi que des activités de sensibilisation et de formation sur les enjeux communautaires. Ce sont les types d'activités qui sont le plus demandés par les membres de nos communautés. Ici, on a une personne participante qui parle justement d'un contexte où elle avait la possibilité de côtoyer d'autres personnes francophones de SLGBTQIA+, qui dit que ça se faisait dans un cadre avec aucun jugement et ça se passait en français. Et ça fait une Moses de grosses différences, surtout en début de transition, d'être capable d'aller chercher ça. En matière d'expérience de discrimination, environ le quart des personnes répondantes ont observé ou vécu une expérience de discrimination en accédant à des soins et ou des services en Ontario. On nous a rapporté des incidents de discrimination anti-SLGBTQIA+, donc de l'homophobie, de la biphobie, de la queerphobie, de la transphobie, mais également du racisme, de la francophobie et du sexisme. Les femmes en particulier ou les personnes appartenant au groupe Femmes Plus, qui inclut les femmes cis, les femmes trans, les femmes non-binaires, etc., ont rapporté le plus de discrimination croisée comparativement aux autres groupes de personnes participantes. On nous a aussi parlé de discrimination vécue et anticipée dans le contexte d'organismes religieux, donc les jeunes, par exemple, qui fréquentent des écoles de confession catholique ou les aînés qui envisagent d'être placés dans des foyers de soins de longue durée avec une affiliation religieuse, étant donné l'histoire de la religion dans l'oppression de nos communautés. C'est un sujet qui est sensible pour plusieurs personnes et donc il y a une crainte en ce qui concerne le risque de discrimination. Ici, on a une personne participante qui parle de son médecin de famille, qui la contradisait
qui l'a contredit, pardon, quand elle a répondu à la question de son orientation sexuelle. Selon elle, je devais être avec un homme. Suite à cette discussion, tous les rendez-vous ont été annulés ou reportés et ça dure depuis 3 mois. Je n'ai pas accès à un médecin de famille. Donc, le médecin de famille qui décide que, ah ben non, tu es supposé d'être hétérosexuel, tu es supposé d'être en relation avec une personne du sexe du genre opposé et qui refuse de la rencontrer depuis. Ici, un autre élément de témoignage d'un élève qui est victime d'intimidation à l'école et les membres du personnel n'interviennent pas. Et donc, il dit, j'ai dû aller au-delà de la direction au conseil parce que la direction et la travailleuse sociale ne faisaient rien. Mais quand les élèves crient mon dead name, c'est pas correct et c'est pas quelque chose que je devrais avoir à vivre. C'est quelque chose qui devrait avoir des conséquences, au moins une conversation avec la direction. Le dead name, le morinon en français, c'est le prénom assigné au moment de la naissance, généralement, qui correspond au nom qu'une personne trans ou non-binaire rejette afin d'adopter un prénom qui est à l'image de son identité ressentie. Concernant les connaissances, les compétences et les attitudes du personnel, y compris les gestionnaires, je partage ici une citation. Nous autres, on est fatigués de faire l'éducation à tout le monde. We're tired, ça n'a pas de bon sens. Conversation tous les jours pour faire comprendre. C'est pas compliqué. Laisse-nous être qui on est. On est tous des advocates. Donc, une des choses qui nous a été rapportée, c'est que les connaissances et les compétences du personnel sont perçues comme étant lacunaires ou vécues comme étant lacunaires, si bien que ce sont souvent les bénéficiaires de SLGBTQIA+, qui sont appelés à les informer et à les outiller pour mieux répondre à leurs besoins, plus particulièrement au sein des secteurs de l'éducation et de la santé, ce qui génère des sentiments de déception, d'incompréhension et d'épuisement. Donc, on l'a vu à la diapositive précédente, une jeune personne qui a dû elle-même faire appel au conseil scolaire et en réponse à son intervention auprès du conseil scolaire, on lui a demandé de préparer, de livrer une formation pour les membres du personnel sur la diversité affective, sexuelle et de genre, alors que cette personne va à l'école pour apprendre. Elle n'est pas là pour favoriser l'apprentissage du personnel. Les personnes trans et ou asexuelles ont tout particulièrement dénoncé l'inconfort, voire le dénigrement manifeste de la part du personnel de la santé à l'égard de leurs identités. Une jeune personne asexuelle, notamment, qui avait rapporté qu'elle se sentait brisée à l'intérieur parce que personne ne lui avait dit que c'était une possibilité. Le personnel, y compris les gestionnaires, ne semble pas vouloir s'instruire sur la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, on perçoit un manque d'engagement vers la justice sociale de la part des organisations auprès desquelles on va chercher des services et des soins. Donc, ici, la jeune personne, justement, à qui on a demandé de préparer une formation, je n'ai pas toutes ces réponses. Parfois, certaines réponses sont sur Google. Alors, pourquoi tu me demandes? Pourquoi toujours aller à moi quand il y a toutes ces ressources? Maintenant, en matière d'offres actives, inclusives, ce qui nous a été rapporté, en fait, c'est que l'offre est plus ou moins active et plus ou moins inclusive. Donc, à titre informatif, si vous ne le savez pas, l'offre active, c'est l'offre de soins et de services dans les 2 langues officielles du pays, en français et en anglais. Donc, quand on parle des minorités francophones, on parle de l'offre active en français. Puis inclusive, qui est inclusive de toutes les personnes, où toutes les personnes se sentent à leur place. Donc, on note une pénurie de ressources financières et humaines francophones au sein des organismes communautaires, notamment de soins et de services en français, y compris au sein des organismes soi-disant bilingues, ce qui nous a été rapporté par plusieurs personnes. On note des temps d'attente déraisonnables pour obtenir soit des services en français ou des services en français et inclusifs, ce qui fait qu'un bon nombre d'entre nous avons recours aux soins et aux services en anglais. Ce qui donne lieu à un sentiment de désillusionnement, surtout chez les personnes de SLGBTQIA+, immigrantes et ou trans ou non-binaires. Cette pénurie est d'autant plus ressentie dans les régions éloignées, donc le nord de la province, par exemple, où les francophones de SLGBTQIA+, se sentent souvent oubliés. Des francophones de SLGBTQIA+, ont rapporté qu'il est difficile d'exister simultanément en tant que francophone et personne de SLGBTQIA+. Plusieurs personnes en ont parlé. Les soins et ou les services offerts en anglais sont perçus comme étant plus inclusifs des personnes de SLGBTQIA+, étant donné qu'on tend à y maîtriser la communication inclusive et à mieux connaître les réalités et les besoins.
Donc ici, on a une personne qui nous dit, il n'y a pas de communauté francophone, oui, petite communauté arc-en-ciel, mais pas de communauté arc-en-ciel francophone. Ici, lorsqu'on cherche des services, on peut être soit franco ou queer ou artiste. Il faut toujours choisir. Chez les anglophones, dans la terminologie surtout, on l'a déjà maîtrisé. Il y a des termes qu'on utilise déjà. Chez les francophones, on a encore de la difficulté. C'est encore compliqué. Du côté francophone, il y a du recul. Puis, on a aussi des citations ici là, sur... la personne est supposée parler français, mais ne parle pas bien, fait qu'on finit par changer en anglais. C'est un manque de respect. Ici, un ami qui a l'impression de devoir choisir entre être non-binaire ou francophone. Bref, des thèmes qui reviennent là, d'un témoignage à l'autre. Pour ce qui est des Autochtones de SLGBTQIA+, on a une personne bispirituelle qui nous a dit qu'avec tout ce qu'on a vécu, on est excessivement sélectif avec qui on va avoir ce contact. Le contact va s'établir entre personnes autochtones normalement. C'est une question de confiance. Je pense que le colonialisme, pendant des centaines d'années, a donné un coup dur dans les communautés autochtones. On essaie de retourner vers nos aînés pour guérir. Et soit dit au passage, c'est une tendance qui ressort aussi dans les publications qu'on a consultées au début de notre démarche. Les personnes autochtones se sentent rassurées lorsque les services et les soins sont prodigués par des membres de leur communauté. Donc, on note une méfiance à l'égard des prestataires de soins et ou de services allochtones, c'est-à-dire non autochtones. Et on évoque également la complexité intersectionnelle du positionnement des Autochtones de SLGBTQIA+. Donc, d'une part, l'expérience du colonialisme continu et du racisme au sein de la société canadienne, notamment dans les villes, versus homophobie, queer, transphobie au sein des communautés autochtones en raison de l'histoire coloniale ou du contexte colonial. Les communautés autochtones sont surtout anglophones et donc il y a une pénurie de ressources en français au sein des communautés autochtones. Pour ce qui est des francophones de SLGBTQIA+, immigrantes et immigrants, une donnée intéressante, ici on nous dit les formulaires qu'on nous demande de remplir dans tous les organismes pour les procédures d'emploi, pour les demandes de services, le fait de profiler ou d'essayer de... Je sais que c'est de la discrimination positive, mais en fait, ça rappelle des traumatismes passés. Vous devez vous définir la race, le profil. Je mets du temps à m'y faire dans la recherche d'égalité, d'équité. J'estime que c'est à double tranchant parce que ça peut réveiller des choses qui sont enfouies. Donc, justement, je lisais là-dessus tantôt, il y a 64 juridictions, dans le monde, 64 qui criminalisent les comportements sexuels en privé et consensuels entre personnes de même sexe ou de même genre. Il y a des États qui vont faire des collectes de données qu'elles vont utiliser à l'encontre de leur population. Et donc, pour les personnes réfugiées notamment, les formulaires, les sondages, tout ça, ça peut être extrêmement anxiogène parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là, comment est-ce qu'on pourrait s'en servir contre moi. Il y a aussi plusieurs personnes réfugiées de SLGBTQIA+, qui ne sont pas sorties du placard, qui n'ont pas dévoilé leur identité à leur communauté ethnoculturelle, à leur famille, à leurs proches. Donc, il y a des enjeux liés à la crainte du déplacage. Bref, la question des formulaires pour les personnes francophones de SLGBTQIA+, immigrantes, et en est une qui peut préoccuper, étant donné que les formulaires peuvent être retraumatisants. Par ailleurs, ces personnes préfèrent les services d'établissement personnalisés, donc des suivis fréquents, la chaleur humaine, le sentiment d'être entendu et considéré, de même qu'un sentiment d'appartenance. Donc, ce sont des personnes qui vivent, qui sont en situation de vulnérabilité accrue, déjà étant donné le parcours d'immigration, qui en est un qui n'est pas évident pour personne, mais surtout étant donné la multiplicité des risques des identités marginalisées, il y a un besoin d'accompagnement qui est un peu plus
sensible et humain. On a aussi une complexité intersectionnelle pour cette population. Donc, d'une part, comme la question du respect des nouvelles eaux arrivant pour qui la religion est importante, versus le besoin ou la propension à dénoncer les dogmes religieux homo, bi, queer, transphobes et hétérosexistes, ce qui fait qu'il peut y avoir des tensions pour les personnes nouvellement arrivées qui veulent s'intégrer à la communauté de SLGBTQIA+, mais qui rencontrent un discours de résistance à la religion. La possibilité, je me suis perdue dans, vous m'excuserez, je vis avec je ne l'ai pas dit au début, je le dis d'habitude, je vis avec la fibromyalgie. Ça fait que j'ai parfois des trous de mémoire quand je parle, puis là, ça vient d'arriver. Donc, vous l'avez vu, mais je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Maintenant, les jeunes de SLGBTQIA+, on parle de jeunes de 14 à 17 ans, donc elles reconnaissent la volonté du personnel des écoles à améliorer ces pratiques d'inclusion, mais dénoncent la lenteur avec laquelle ça se fait. Elles ont souligné les risques de déplacardage auprès de leurs parents ou personnes tutrices. Donc, le recours au prénom d'usage au lieu du prénom assigné, entre autres en raison d'un manque de communication entre membres du personnel. Donc, il y a des jeunes qui utilisent leur prénom d'usage à l'école, mais qui demandent aux membres du personnel d'utiliser le prénom assigné parce qu'elles ne sont pas sorties du placard auprès de leur famille. Donc, il y a des enjeux de déplacardage, aussi des craintes en ce qui concerne les lois en lien avec leur confidentialité, leur droit à la confidentialité. Les jeunes ont aussi dénoncé la nature hétérosexiste et parfois inexistante de l'éducation à la santé sexuelle à l'école. Certaines personnes enseignantes évitent tout simplement le sujet. Les jeunes sont tous également plus nombreux que ça va rapporter que l'on nie leur identité et leur expertise. Donc, on parle d'agisme et que l'on minimise leurs expériences en se basant sur des opinions. Une jeune personne qui nous dit des gens, surtout des enseignants, qui disent que tu es trop jeune. J'ai dit que j'étais bisexuelle et elle m'a dit que j'étais trop jeune pour le savoir. C'est traumatisant car c'est comme une trahison d'une personne en qui tu avais confiance. Maintenant, les aînés, une personne qui nous dit « Je constate que je ne parle pas vraiment de qui je suis par peur d'être jugée. Ça vient de faire tout remonter. C'est vraiment un replacardage. La majorité de ma vie, j'étais au front. J'étais out of the closet et célébrée dans ma famille. Mais je constate qu'en vieillissant, il y a un regard, un malaise des gens plus âgés. Bizarre de vivre ça en fin de vie. » Donc, les aînés de SLGBTQIA+, redoutent le replacardage forcé ou fortement encouragé, de même que la discrimination par leur père et le personnel. Donc, le replacardage, c'est retourner dans le placard et dissimuler son identité de SLGBTQIA+. Les aînés, de même, dénoncent la désexualisation des aînés, toute identité confondue. Encore une fois, on parle d'agisme, de même que leur invisibilisation, y compris au sein des communautés de SLGBTQIA+, où le culte de la jeunesse règne. On note aussi l'incohérence entre le discours officiel et les pratiques réelles des organismes. Plusieurs partagent des expériences d'exclusion dans des cercles sociaux, donc par exemple des clubs d'âge d'or où on dit que toutes les personnes sont les bienvenues, mais au moment d'une activité de regroupement, on va présenter les conjoints et les conjointes des couples hétéro-romantiques, hétérosexuels, mais quand vient le temps de présenter les couples homo-romantiques, homosexuels, à ce moment-là, on présente seulement là où le membre sans présenter là où le partenaire. Donc, quelques personnes qui nous ont parlé d'exemples comparables. Maintenant, les personnes trans, non-binaires et bispirituelles. Une jeune personne qui dit « J'ai eu une enseignante qui, à chaque fois que je corrigeais sur les pronoms, elle me criait après pour dire que personne n'a confirmé mes pronoms en parlant des parents ou de la direction. Elle me criait après lorsque j'avais une crise d'anxiété seule. Yel n'est pas dans les dictionnaires, alors elle ne peut pas l'utiliser et me donnait parfois de pires notes parce que j'utilisais le pronom. » Une autre jeune personne qui dit « Si l'école a le droit de dire « Votre enfant est transgenre », je ne sais pas où je serais si ça m'arrivait. Je pense que mon père serait vraiment fâché avec moi et peut-être me kicker out ou me mettre à la porte. C'est effrayant pour moi. J'ai dû expliquer ce qu'était la dysphorie du genre. C'est pourtant un professionnel de santé. J'ai dû expliquer mon genre comme non-binaire. J'aimerais savoir quel genre de traitement je pourrais avoir dans le futur. Il m'a dit « OK, c'est bon à savoir, mais je ne pense pas que tu aies besoin de traitement », bien que je lui ai dit que je ne me sentais pas super.
Beaucoup de personnes trans qui étaient longtemps non identifiées, mais quand elles arrivent dans ces maisons pour personnes aînées, décident de s'identifier et ce n'est pas très bien vu. Beaucoup de craintes et d'inquiétudes. Donc, les personnes trans non-binaires et bispirituelles souffrent du manque de connaissances et de compétences par rapport à leur existence, leurs enjeux et leurs besoins. Beaucoup de mégenrage, d'utilisation du mot rinon et de présomption en ce qui concerne l'identité de genre en se basant uniquement sur l'apparence. Ces personnes sont plus nombreuses à avoir dénoncé les présomptions et le mégenrage, ont tendance, avec les femmes cisgenres également, à accorder un score plus faible d'inclusivité au secteur de la santé, sont mieux servis par des organismes offrant des soins et ou des services en anglais. Je l'ai dit tantôt, la maîtrise de la communication inclusive, y compris le respect des pronoms d'usage. Encore faut-il préciser qu'elles ont dénoncé la pénurie de soins et ou de services en français en raison du temps d'attente déraisonnable pour des soins d'affirmation de genre. D'autres données intéressantes, donc les présomptions quant à l'orientation affective sexuelle et au genre selon des stéréotypes génèrent des sentiments d'exclusion et de frustration et sont vécus comme un manque de respect. L'absence d'identifiants clairs, donc les personnes en questionnement, l'utilisation simultanée de plusieurs étiquettes identitaires, le refus de s'identifier, par exemple, ou l'étiquette queer ou les étiquettes non-binaires, semble susciter de l'inconfort, y compris au sein même des communautés de SLGBTQIA+. Donc, tout ce qui concerne les identités soi-disant floues ou plus difficiles à classer et à définir, il y a un inconfort à l'égard des personnes qui réclament ces identités. On a dénoncé l'incompréhension et la discrimination qui est vécue au sein même des communautés de SLGBTQIA+, envers les aînés, envers les personnes de minorités racialisées, envers les personnes croyantes et pratiquantes, les personnes trans, non-binaires et bispirituelles, les personnes asexuelles, ainsi que les personnes handicapées ou en situation de handicap. En ce qui concerne les étiquettes soi-disant floues, donc souvent les personnes sans label ou sans étiquette ou qui se considèrent juste queer se font imposer, suggérer une sexualité. Puis justement, la jeune personne qui dit, il y a personne qui a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'attirance sexuelle. Je pensais sincèrement qu'il y avait quelque chose de brisé dans mon cerveau, que j'étais en retard et que ça allait venir. J'aurais aimé que le médecin dise que c'est pas tout le monde qui a des envies sexuelles. Ça m'aurait aidé plus tôt. Et je passe la parole à Zachary. On va discuter des enjeux et des besoins du point de vue des personnes engagées auprès d'organismes offrant des services en Ontario. Ça va nous aider un petit peu à mieux comprendre les enjeux de cette perspective-là. Donc, on a mené une enquête, un sondage spécifiquement auprès de personnes qui sont engagées auprès des organismes, que ce soit des employés, des bénévoles, des membres du CA, etc. Certaines personnes qui sont membres des communautés de SLGBTQIA+, travaillent également pour des organismes offrant des services en français et ont pu amener une perspective intéressante à la discussion. Donc, comme nous avons discuté dans la section précédente, malheureusement, les personnes du SLGBTQIA+, portent souvent le fardeau de sensibiliser et éduquer le personnel ou bien doivent subir de la discrimination ou d'autres interactions désagréables. Donc, cette personne nous encourage à mettre en place des politiques et des processus d'intervention avant qu'un usager demande un service particulier ou une mesure spéciale pour que le fardeau ne tombe pas sur la personne. Les politiques et les procédures organisationnelles sont des éléments structurels importants à la livraison de services inclusifs. Entre autres, elles peuvent appuyer l'application systématique de pratiques favorables à l'inclusion, prévenir les situations de discrimination et d'harcèlement, en rendant clair les attentes de l'organisme envers le comportement des personnes engagées ou participantes. Les politiques et procédures peuvent favoriser le développement de connaissances et de compétences pour son personnel, élaborer une réponse planifiée et adéquate à des situations de discrimination ou de harcèlement et contribuer à instaurer un climat organisationnel de respect envers les diversités. Le graphique présenté ici donne un aperçu
du taux d'adoption de politiques et de procédures qui sont favorables à l'inclusion, selon ce que rapportent les personnes qui ont participé au sondage organisationnel. Le bleu représente le nombre de personnes qui ont indiqué que leur organisme a adopté une certaine politique ou procédure, le vert qu'elle est en cours de développement et le rose qu'elle n'est pas adoptée. La politique appliquée la plus systématiquement est une contre la violence, le harcèlement et la discrimination, mais ceci, c'est pas vraiment surprenant étant donné les obligations à cet effet en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail en Ontario. La politique ou procédure qui n'est pas adoptée le plus souvent est une politique axée spécifiquement sur le respect de la diversité affective, sexuelle et de genre, quoique un peu plus de 50% des personnes participantes ont indiqué que leur organisme a adopté une telle politique. Notons que les organismes ayant adopté une politique ou procédure pour le dépôt d'une plainte semblent être plus nombreux que ceux qui en ont adopté pour le traitement d'une plainte. Mais une politique ou procédure pour le dépôt d'une plainte a peu de valeur si cette plainte n'est pas suivie d'une réponse adéquate, comme le souligne une personne lors d'un groupe de discussion à la prochaine page. Quant au comité de plainte, certains reçoivent des plaintes mais ne font rien. Les gens qui ne sont pas familiers disent « Ah oui, oui, ils sont censés de faire des suivis, mais ne le font pas ». Ensuite, les politiques ou procédures seules sont insuffisantes à la livraison de services inclusifs. Les pratiques de l'organisme et de tous ses employés, bénévoles, membres du conseil d'administration, prestataires de services externes, ainsi que les autres bénéficiaires de services doivent agir dans le respect de la diversité affective, sexuelle et de genre en tout temps afin de créer un climat interne inclusif et sécuritaire. Malheureusement, il y a toujours des cas où les employés ne se comportent pas conformément aux politiques en place, comme le souligne cette personne lors d'un groupe de discussion. Dans le secteur de l'éducation, je dirais que parfois les employés ou travailleurs ont de la difficulté à accepter les différences, malgré les politiques en place, qui ne sont pas bien respectées. Parfois, tu entends des commentaires, mais personne ne dit rien. Parfois, on est plus respectueux une fois que les gens de la diversité sont partis ou quand les enfants ou le public n'est plus là. Le gouvernement met une loi en place, le conseil doit ensuite faire des lignes directrices, etc., mais ça ne veut pas dire que le changement s'est opéré avec les travailleurs. En fait, jusqu'à quel degré est-ce que les organismes appliquent des pratiques d'inclusion? Comme l'illustre le graphique affiché, plusieurs organismes appliquent irrégulièrement des pratiques inclusives. Ici, le bleu représente le nombre de personnes qui ont indiqué que leur organisme applique une certaine pratique systématiquement, le vert qu'elle est appliquée d'une manière irrégulière et le rose qu'elle n'est pas appliquée. Pour certaines pratiques, la majorité des personnes répondantes rapportent qu'elles sont appliquées de manière irrégulière, ce qui donne l'impression que c'est selon la volonté de l'individu. L'accès aux politiques et procédures en matière de plainte, violence ou harcèlement est la mesure sélectionnée le plus souvent comme étant appliquée systématiquement. Mais le soulignement de journée thématique de SLGBTQIA+, ou le mois des fiertés est la pratique spécifique aux personnes de SLGBTQIA+, qui a reçu la réponse et appliquée de manière systématique le plus fréquemment. C'est bien sûr important d'afficher la solidarité avec ou l'appartenance de l'organisme aux communautés de SLGBTQIA+, particulièrement dans le contexte sociopolitique actuel. Toutefois, comparativement aux autres pratiques proposées qui visent spécifiquement l'inclusion des pratiques de SLGBTQIA+, c'est celle qui demeure la plus symbolique et qui affecte le moins concrètement l'accès aux services ou l'expérience des personnes de SLGBTQIA+, comparativement à si on parle de comme français inclusif à l'oral ou quelque chose comme ça qui est un petit peu plus concret et qui affecte la livraison des services une fois rendu à l'organisme. Pour rappeler des facteurs facilitant l'inclusivité qu'Anne-Sophie a présenté avec les résultats du sondage communautaire, deux des facteurs qui étaient sélectionnés les plus souvent étaient le personnel faisant partie de la communauté de SLGBTQIA+, au numéro 1, et les symboles de SLGBTQIA+, au numéro 4.
Ensuite, on a une citation d'une personne qui est à la fois membre des communautés de LGBTQIA+, et qui travaille pour un organisme francophone en Ontario, qui montre à quel point ce genre de pratique peut avoir une influence sur le sentiment de sécurité des personnes de LGBTQIA+. Moi, je porte toujours ma lanière pour mes clés, une lanière arc-en-ciel. Quand je visite les écoles, les membres, les élèves, les travailleurs peuvent voir qu'on peut m'approcher et que je suis une personne sécuritaire. Donc, ça peut faire une grande différence dans l'expérience d'une personne. Les politiques, procédures et pratiques d'un organisme ont un effet sur leur culture organisationnelle. Mais plutôt qu'une culture organisationnelle d'acceptation, 27% des personnes répondantes ont indiqué que, de manière générale, au sein de leur organisme, les personnes de LGBTQIA+ sont invisibles. Selon les résultats du sondage, ces organismes sont moins susceptibles d'avoir adopté ou appliqué des politiques, procédures et pratiques pouvant contribuer à l'inclusion de LGBTQIA+. De plus, les personnes qui ont indiqué que leur organisme a une culture d'invisibilisation ont aussi été plus susceptibles de rapporter que les pratiques inclusives sont appliquées de manière irrégulière, donc non systématique. Une culture organisationnelle d'inclusion de LGBTQIA+ est dépendante du soutien complet du leadership. Plusieurs réponses aux questions ouvertes signalent des problèmes avec la culture organisationnelle qui peuvent seulement être résolus par les personnes qui ont le pouvoir décisionnel, que ce soit dans l'embauche, le congédiement ou des mesures réparatrices suite à un incident de discrimination ou pour l'appui pour les formations. On a une citation à l'appui d'une personne qui pose des questions intéressantes dans le sondage, soulignant certains problèmes observés. Comment faire que la volonté de créer une culture organisationnelle en faveur de la diversité de LGBTQIA+ ait préséance sur les opinions individuelles? On fait quoi des réfractaires en position de leadership? Ensuite, une autre personne illustre bien à quel point certains aspects de l'inclusion dépendent de la volonté des personnes qui sont en position de leadership. Je soulève auprès de la direction générale et de la présidence la question de l'engagement de notre organisation depuis 6 ans, sans grands résultats concrets. Presque la moitié des personnes répondantes ont témoigné ou subi de la discrimination au sein de leur organisme. Vous remarquez peut-être que le taux est plus élevé chez le sondage communautaire ici que chez le sondage communautaire. Donc, peut-être que les personnes à l'interne témoignent davantage d'incidents. Comme l'a mentionné une personne qui travaille, qui est de LGBTQIA+, et qui travaille pour un organisme, il y a quelques diapositives précédentes. Lorsque la personne répondante est membre des communautés de LGBTQIA+, le taux monte. Donc, ces personnes-là sont plus susceptibles d'avoir observé de la discrimination au sein de leur organisme à 61% que leurs collègues qui sont cisgenres et hétérosexuels, qui rapportent un taux de 38%. Mais dans plusieurs cas qui ont été rapportés dans notre sondage, il n'y a eu aucune intervention, ni de l'entourage, ni de la gestion ou de la direction. Ce n'est pas toutes des mauvaises nouvelles, heureusement, parce qu'on observe un plus faible taux d'incidents de discrimination lorsque les organismes ont adopté une politique interne axée spécifiquement sur le respect de la diversité affective, sexuelle et de genre, adopté une procédure pour interrompre une situation de discrimination, y compris en lien avec l'identité de LGBTQIA+, sans le dépôt d'une plainte, et lorsqu'ils ont régulièrement des activités de développement professionnel sur l'équité, la diversité et l'inclusion. La discrimination qui nous a été rapportée peut être explicite et manifeste, avec des personnes qui affichent ou verbalisent ouvertement leur attitude préjudiciable, ou elle peut être implicite et subtile, propulsée par l'hétérocisnormativité, selon laquelle les personnes hétérosexuelles et cisgenres sont la norme et prenant la forme de microagressions. Les microagressions peuvent être des blagues ou des commentaires subtils, un langage non verbal,
mais ces microagressions sont toujours discriminatoires et elles imposent un stress cumulatif à travers le temps. Comme le raconte une personne, ce n'est pas des personnes ouvertement transphobes ou homophobes, mais il y a définitivement de l'homophobie et de la transphobie implicite. J'ai souvent du pushback lorsque j'essaie de l'adresser. Il inclut, je ne suis pas transphobe, mais déjà, si on commence en disant ça, c'est d'habitude, ce qui suit, c'est pas super prometteur. De quoi auraient besoin les organismes afin d'être davantage inclusifs de la diversité affective, sexuelle et de genre? Le thème le plus commun dans le sondage organisationnel était le besoin pour la sensibilisation et la formation. En premier lieu, la sensibilisation est nécessaire afin de montrer l'importance de s'intéresser à l'inclusion des personnes de LGBTQIA+, comme l'illustre ces citations. Comment convaincre mes collègues de s'intéresser à la situation des membres de la communauté LGBTQ sur le territoire desservi? L'organisation s'est intéressée aux besoins des communautés, d'aînés, des migrants, des femmes et des jeunes, mais elle résiste à s'intéresser aux besoins, à la situation des personnes de la communauté LGBTQ, sous prétexte que la communauté ne compte que très peu d'individus de cette communauté et que les personnes et que les autres sont plus nombreux nécessitent plus d'attention. Donc, le fait d'être une minorité à l'intérieur d'une minorité, on a l'impression que nos besoins sont moins importants. Ensuite, plusieurs formations de base existent. Pouvez-vous soutenir les organisations avec la mise en place de politiques et pratiques inclusives? Il est donc nécessaire d'aller au-delà des formations de base qui existent déjà afin de permettre aux organismes d'améliorer leurs politiques et pratiques d'une manière plus concrète. Il y a aussi un manque flagrant de ressources humaines et financières, ce qui est un obstacle à l'inclusion et qui font en sorte que la sensibilisation et la formation sont plus difficiles. Parmi une liste de formations proposées, les 3 principales formations souhaitées par les personnes œuvrant au sein des organismes sont les pratiques inclusives, les stratégies pour interrompre un incident de discrimination, les services aux personnes trans, non-binaires et bispirituelles. Et si tu peux peser Anne-Sophie? Oui. Donc, au mois de mars, nous avons livré une formation sur les 2 derniers sujets. Donc, les stratégies puis les services aux personnes trans, non-binaires et bispirituelles. Et l'audience était composée principalement de personnes travaillant pour des organismes. Avant cette formation, les personnes participantes ont auto-évalué leur niveau de connaissance des enjeux de l'inclusion de LGBTQIA+, sur une échelle de 0 à 10. La moyenne avant la formation était de 5,7, comparativement à 7,4 après la formation. Donc, on a une amélioration de plus de 1,5 points ou de 17%, ce qui montre que au moins les personnes ont quitté la formation ayant l'impression qu'elle était plus connaissante et compétente sur le sujet. À la lumière des résultats de notre enquête, nous avons développé des recommandations pour les organismes. Nous les avons catégorisées selon l'aspect de l'organisme pertinent. En premier lieu, on a établi pour la gouvernance, le leadership et la reddition de comptes, établir un plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion qui intègre spécifiquement la diversité de LGBTQIA+, et qui inclut des indicateurs de rendement mesurables, puis assurer un suivi régulier sur l'avancement de sa mise en œuvre et en communiquer les impacts à la communauté visée. Et on veut, à travers ce processus, avoir une certaine transparence. Dans le cas des gestionnaires, exercer un rôle de leadership en matière de respect, d'inclusion et de mieux-être de toutes les personnes, y compris celles s'identifiant à la diversité affective, sexuelle et de genre. Par exemple, montrer l'exemple, soutenir le développement professionnel du personnel et appuyer le personnel qui met en œuvre des actions concrètes pour favoriser le respect, l'inclusion et le mieux-être des personnes LGBTQIA+.
quelle que soit la plus haute instance de gouvernance de l'organisme, lui accorder la responsabilité d'assurer que les gestionnaires exercent efficacement leur rôle de leadership en matière de respect, d'inclusion et de mieux-être de toutes les personnes, y compris celles qui s'identifient à la diversité affective, sexuelle et de genre. Par exemple, en permettant au personnel de participer à l'évaluation des gestionnaires. Ensuite, soumettre des demandes de financement auprès d'instances gouvernementales en soulignant la nécessité d'accroître l'inclusivité des pratiques inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre pour signaler les enjeux et les besoins. Donc, on a noté qu'il y avait un besoin de plus de ressources financières et cette recommandation peut faire en sorte que les ressources sont à la disposition des organismes qui veulent faire cette formation. Par rapport aux politiques et pratiques organisationnelles, adopter et mettre en œuvre des politiques d'embauche favorables à l'emploi des personnes d'USLGBTQIA+, diversifiées, y compris de personnes d'USLGBTQIA+, autochtones, de minorités racialisées, immigrantes et ou handicapées ou en situation de handicap. Encore parce que c'était l'élément qui était sélectionné le plus souvent comme facilitant l'accès à des services inclusifs. Alors, on a aussi adopté et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques axées spécifiquement sur le respect, l'inclusion et le bien-être des personnes d'USLGBTQIA+. Assurer que les politiques, les procédures et les pratiques organisationnelles protègent les bénéficiaires et les membres d'USLGBTQIA+, contre le déplacardage. Donc, c'est important de pouvoir assurer une confidentialité des informations personnelles qui peuvent gravement affecter la vie d'une personne. Veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre les politiques, les procédures et les pratiques lorsqu'il est question d'équité, de diversité, d'inclusion, y compris en matière de diversité affective, sexuelle et de genre. Et veiller que, que l'application soit systématique et systémique. On veut aussi rémunérer les bénéficiaires, les membres du SLGBTQIA+, qui sont consultés en vue d'accroître l'inclusivité des pratiques. Bonne soirée, Sébastien. Donc, c'est important de consulter les bénéficiaires et les membres qui font partie des communautés, mais aussi de les rémunérer pour les compétences et les connaissances qu'elles vont apporter à l'organisme. Pour la planification et la livraison et l'évaluation des services, offrir une multitude d'activités, de plages horaires, d'espaces de rassemblement et faire attention aux lieux associés à la religion et de moyens de se réunir. Par exemple, en mode présentiel, en ligne, en mode hybride, plusieurs personnes ont souligné que je préfère en mode présentiel, je préfère en mode en ligne. Tu sais, tout le monde a des différentes préférences selon leurs propres besoins. Donc, en mode hybride, c'est vraiment l'idéal là, pour la plupart des activités. Donc, c'est important de considérer les besoins diversifiés des bénéficiaires du SLGBTQIA+ francophones, que ce soit le service de garde, couvrir les frais de déplacement, les activités familiales, les activités sans alcool, considérer les traumatismes liés à la religion, mais aussi le fait que certaines personnes sont croyantes et pratiquantes. On suggère aussi de diversifier le matériel scolaire pour assurer une plus grande représentation des personnes de SLGBTQIA+, dans les livres, dans les films, etc. Et offrir des cours de santé sexuelle inclusifs de ces personnes. Et offrir des cours de santé sexuelle, point. Il y a plusieurs jeunes qui nous ont mentionné que les cours de santé sexuelle n'étaient pas offerts, ce qui est très préoccupant. On a aussi mené des consultations, par exemple des sondages ou des groupes de discussion, ou même des entrevues auprès des bénéficiaires ou membres de la SLGBTQIA+, pour mieux connaître et comprendre les enjeux qui les concernent, leurs besoins et les obstacles à leur inclusion. Finalement, bonifier l'offre active en français et inclusive de la diversité affective, sexuelle et de genre, notamment au sein des organismes bilingues ou en régions éloignées où on a trouvé qu'il y a eu encore plus une pénurie de services.
Pour continuer dans ce thème, tenir compte des besoins intersectionnels des francophones de SLGBTQIA+. On a l'interprétation LSQ pour les francophones de SLGBTQIA+, sourds. La sensibilité à la neurodivergence, les espaces accessibles, les symboles d'inclusion, la considération des barrières légales, linguistiques et culturelles que rencontrent les personnes nouvellement arrivées de SLGBTQIA+, francophones. Collaborer entre organisations offrant des services en français pour créer des ressources en français sur la diversité affective, sexuelle et de genre, plutôt que de produire des ressources, chaque organisme de son côté. Et en faciliter la diffusion pour que ça soit facilement accessible pour tout le monde qui veut avoir accès. Aussi, collaborer avec des organismes anglophones habilités à offrir des services inclusifs aux personnes de SLGBTQIA+, pour apprendre de leurs réussites et de leurs erreurs. Donc, on ne veut pas réinventer la roue à chaque fois. On peut s'appuyer sur chaque organisme, un et l'autre, afin d'apprendre. Et bien sûr, il y a des spécificités aux francophones qui sont importantes à considérer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des organismes anglophones ou bilingues. Ensuite, administrer des formulaires d'évaluation pour permettre aux bénéficiaires de SLGBTQIA+, d'évaluer les soins ou services qui leur sont offerts afin de pouvoir vraiment vérifier si nos services sont inclusifs et comprendre quels sont les endroits qui bénéficieraient de plus attention d'une amélioration. Pour l'engagement du personnel et le développement professionnel, dans le cadre d'une démarche de développement professionnel en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, proposer des formations obligatoires parce que certaines personnes vont être malades. C'est un pattern plusieurs personnes vont être malades la journée des formations. Donc, obligatoire et concrète sur la diversité affective, sexuelle et de genre aux gestionnaires, au personnel rémunéré et aux bénévoles afin d'offrir des services ou des soins adaptés et aller au-delà des formations de base pour qu'on ait des outils plus concrets, des compétences plus concrètes à la livraison de services inclusifs. Ensuite, assumer la responsabilité des formations à l'interne. Donc, on veut faire l'apprentissage par les pairs ou le recours à des prestataires externes plutôt que de compter sur les bénéficiaires de SLGBTQIA+, pour informer et outiller le personnel. Comme moi, je suis ici, quand je suis ici pour mon travail, ça fait mon plaisir d'offrir des formations, mais quand je suis en train d'accéder à un service, c'est pas le moment où je veux former une personne. Quand on a déjà fait des erreurs à mon endroit ou utiliser un langage peut-être discriminatoire ou exclusif. Par rapport aux espaces physiques ou virtuels, on recommande d'afficher des signes visibles de la diversité humaine dans l'espace physique de l'organisme. Donc, ça, c'est toutes les diversités. Donc, ça peut être dans la salle d'attente, les bureaux, les salles de toilette. On peut avoir des symboles autochtones, des symboles de la diversité de SLGBTQIA+, la diversité des handicaps, la francophonie, la diversité ethnoculturelle, et j'en passe. Aussi, publier des signes visibles de la diversité humaine sur le site web et les réseaux sociaux de l'organisme. Encore les mêmes symboles qu'on a mentionnés. Donc, avant même que la personne se rende, essaie d'avoir des services de l'organisme. En cherchant les informations sur l'organisme, elle pourra avoir la perception que l'organisme sera plus inclusif à partir des signes visibles sur les sites web ou les réseaux sociaux. Lorsque possible, offrir l'option d'une toilette non genrée ou unique. Pour les communications et les formulaires, créer des formulaires inclusifs tout en faisant attention au risque de déplacardage. Donc, les formulaires inclusifs des familles mono ou transparentales et des personnes tutrices, la possibilité d'indiquer ses pronoms d'usage, la possibilité de ne pas répondre. Appliquer la communication inclusive à la fois à l'oral et à l'écrit, que ce soit au comptoir d'accueil, les interventions individuelles, les courriels, les publications.
Expliquer clairement la raison d'être des questions posées dans les formulaires ou les sondages. Aussi indiquer où, comment et pour combien de temps les données seront sauvegardées et préciser la manière dont on prévoit utiliser les données collectées. Ça peut rassurer la personne à savoir pourquoi qu'on collecte les données puis comment qu'on va les utiliser. Offrir de remplir les formulaires avec les personnes qui en font la demande ou qui expriment de la méfiance à l'égard des questions posées. Ça peut aussi rassurer la personne ou ça peut être une mesure plus accessible. Pour répondre aux incidents de discrimination, on recommande, en premier lieu, interrompre les incidents de discrimination, intervenir auprès de la personne persécutrice et offrir de l'appui à la personne visée. Ensuite, adopter des procédures claires pour le dépôt de plainte en cas de discrimination, y compris dans le cas d'un incident perpétué par la haute gestion, et en faciliter l'accès au personnel, aux bénéficiaires et aux membres. Prévoir des mesures disciplinaires progressives en cas de discrimination continue, non seulement pour le personnel, mais aussi pour la haute gestion. Tout le monde est capable de faire des erreurs, mais on doit avoir des mesures pour adresser ces erreurs-là. Pour la sécurité des personnes du LGBTQIA+, on recommande de mettre en œuvre les recommandations qu'on est dans cette présentation et aussi utiliser les ressources comprises dans la trousse pour l'inclusion du LGBTQIA+, qu'on va présenter prochainement. Oui, donc la trousse, il y a certaines ressources dans la trousse qui sont prêtes, d'autres qui sont en voie de finalisation. Donc, vous pouvez déjà aller remplir le formulaire de téléchargement pour obtenir les ressources. Donc, dans un premier temps, je cède la parole à notre collègue Ruth Stacy, qui nous parle via une vidéo de l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives. Là, je veux juste m'assurer que le son fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Beaucoup à l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre. C'est un outil qui est à cheval entre le programme partenaire inclusif et le projet Réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+. Cet outil s'inscrit dans la continuité de notre perspective de soutenir les organisations à renforcer leur capacité à rendre les services offerts plus inclusifs aux personnes de SLGBTQIA+. Alors, pourquoi un outil d'auto-évaluation? On vit dans un contexte diversifié et multiculturel. Il est fondamentalement important pour nous de prendre en compte l'intersectionnalité des identités, les besoins multiples des bénéficiaires de nos services et programmes afin de s'assurer que l'on réponde aux besoins et qu'on ait des pratiques respectueuses et inclusives. En termes de raisons motives, pourquoi ce serait important d'utiliser cet outil-là, ça permet d'analyser de manière approfondie les pratiques organisationnelles en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, d'identifier ses forces et ses faiblesses en ce qui concerne les pratiques inclusives, d'évaluer le progrès et les domaines d'amélioration continue en ce qui concerne la diversité affective, sexuelle et de genre, définir des mesures concrètes pour une culture inclusive et enfin promouvoir un environnement inclusif et respectueux des diversités affectives, sexuelles et de genre. Donc, en termes d'objectifs, l'objectif de l'outil, c'est de favoriser l'auto-évaluation et la conscientisation du personnel des organismes quant au degré d'inclusivité de leurs pratiques en ce qui concerne les personnes de SLGBTQIA+, incluant en particulier les personnes de SLGBTQIA+, des minorités racisées dans les services offerts. Quels sont les avantages à utiliser cet outil? On a d'abord identifié les défis d'inclusivité et élaborer des stratégies pour se repositionner et favoriser l'inclusion intersectionnelle dans la planification et la programmation des activités, améliorer la qualité des services offerts tout en tenant compte des besoins et des réalités spécifiques aux différents groupes auxquels appartiennent les bénéficiaires des services, devenir un allié et supporter les communautés de SLGBTQIA+, et enfin, célébrer la diversité des bénéficiaires de services en créant un environnement sécuritaire et bienveillant.
En termes de démarches ou d'étapes à mettre en place pour procéder à l'auto-évaluation, voilà les suggestions faites par Franco dans le cadre de cet outil-là. Identifier une personne ressource qui prendra en charge le processus d'évaluation. Cela peut être la personne chargée du suivi évaluation au sein de l'organisation. On recommande également que ce soit plusieurs personnes impliquées dans le processus d'évaluation selon le domaine à évaluer et au mieux créer un comité qui fera l'exercice d'auto-évaluation. Ensuite, on a établi un calendrier de travail afin de répartir la charge de travail, partager les résultats collectivement en interne dans un souci de transparence et de responsabilisation et de collaboration, et enfin, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action. En termes de structure, dans une démarche d'amélioration et de progression devant aboutir à une culture inclusive où les personnes de SCGBTQIA+, y compris les personnes de minorités racisées, se sentent en sécurité, pleinement accueillies et affirmées dans leur identité, il est important de prendre en compte les différents niveaux d'inclusion quand toutes les organisations ou composantes de l'organisation n'ont pas la même compréhension de l'inclusion, n'ont pas les mêmes ressources, ni les mêmes moyens devant conduire à une culture organisationnelle inclusive. D'où il est important d'analyser la structure de l'organisation, tous les outils de gestion et de planification. Donc, l'outil d'auto-évaluation reprend les différents composants de fonctionnement d'une organisation. On va voir en cela les différents domaines d'évaluation. Et par rapport à ces différents domaines, on va voir également les différents niveaux d'inclusivité parce qu'on sait que tous les organismes n'ont pas la même compréhension de l'inclusivité. Donc, en termes de domaine d'évaluation, on a la gouvernance, le leadership et la reddition de comptes, les politiques, pratiques organisationnelles, planification, livraison et évaluation des services, engagement du personnel et développement professionnel, l'espace physique, la sécurité des personnes de SGBTQIA+, les communications et formulaires, les réponses aux incidents. En matière d'inclusivité, quand on parle de niveau d'inclusivité, ici, il existe plusieurs niveaux d'inclusivité et dans notre approche, on en a défini 6 en passant par l'opposition vers une inclusion transformative. On a 6 niveaux d'inclusivité. On a l'opposition d'abord, ensuite l'invisibilisation, la conscientisation, l'inclusion intentionnelle, l'inclusion stratégique et la culture inclusive. Donc, c'est une échelle évolutive qui permet de prendre en compte dans chaque niveau, quelles sont les pratiques actuelles, quelle est la compréhension de l'organisation en matière de pratiques inclusives, en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Ici, on a un exemple concret de ce qu'à quoi ressemble l'outil. Donc, on a une illustration du domaine d'évaluation 1, la gouvernance, le leadership et la reddition de comptes. On a le niveau d'inclusion, on en a parlé tout à l'heure, les énoncés et le score. Que sont les énoncés? Les énoncés sont les réalités que connaissent les organisations, des réalités qui témoignent de ce qui se passe concrètement dans certains milieux. Ces énoncés peuvent être fictifs ou réels pour certains organismes. Donc, l'idée à la base, c'est que l'organisation va passer à travers tous les niveaux d'inclusion et les énoncés et de s'attribuer un score de manière transparente et honnête afin de s'assurer que l'organisme met en place les bonnes démarches pour aboutir à une culture inclusive. Donc, on a on a les différents niveaux d'inclusion et les énoncés qui y correspondent. Invisibilité, conscientisation et ainsi que les énoncés, l'inclusion intentionnelle, l'inclusion stratégique et la culture inclusive. Donc, après avoir fait cet exercice de passer à travers les différents niveaux, domaines d'évaluation ainsi que les énoncés se rapportant à chaque domaine et chaque niveau d'inclusivité, on fournit des recommandations à l'organisation. Alors, pour progresser d'un niveau d'inclusivité vers l'autre, on
on présente ici des suggestions de bonnes pratiques, par exemple en ce qui concerne le domaine d'évaluation numéro 1, la gouvernance, le leadership et la reddition de comptes. Le but, c'est d'aboutir à une gouvernance inclusive qui puisse assurer une surveillance stratégique et une bonne gestion de l'organisation avec des outils et des pratiques inclusives pour les personnes de LGBTQIA+, y compris des minorités racisées. Ça, c'est en gros une brève description de l'outil d'auto-évaluation. On aura le temps d'en discuter plus amplement. Merci et je repasse la parole à l'animateur ou l'animatrice. Merci, Ruth Stacy, pour cette merveilleuse présentation sur l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives. Bonjour à tous. J'ai tellement aimé sa présentation que j'allais la recommencer. Donc, en annexe de l'outil d'auto-évaluation, on a un sondage pour les membres et les bénéficiaires. Donc, c'est une version adaptée du sondage communautaire qu'on a produit dans le cadre de ce projet. Donc, le sondage communautaire qui nous a permis justement de récolter des données auprès des membres de nos communautés. Donc, on l'a modifié selon notre expérience d'utilisation pour l'améliorer. Et il sert d'outil complémentaire à l'outil d'auto-évaluation des pratiques inclusives envers la diversité affective, sexuelle et de genre, dans la mesure où l'outil permet une évaluation à l'interne, depuis l'interne, selon la perspective des personnes qui y œuvrent, tandis que le sondage pour les membres et les bénéficiaires permet d'évaluer les pratiques inclusives du point de vue des membres et des bénéficiaires. Donc, pour évaluer le degré d'inclusivité des politiques, des procédures et des pratiques du point de vue de ces populations. On a aussi préparé un guide d'accompagnement pour l'organisation et la livraison d'activités visant le respect et l'inclusion des personnes de LGBTQIA+. Donc, le premier chapitre sert de mise en contexte. Il regorge de statistiques, d'enjeux, de définitions et d'informations sociodémographiques. Dans le fond, j'ai voulu monter un argumentaire pour justifier l'organisation et la livraison d'activités visant le respect, l'inclusion et le bien-être des personnes de LGBTQIA+. Et donc, on argumente là en faveur du bien fondé de telles activités. Dans le deuxième chapitre, on parle plus spécifiquement des activités pour le mieux-être des francophones de LGBTQIA+. Donc, quelles sont des approches interventionnelles à privilégier? J'inclus des définitions, des explications, des questions préalables pour alimenter les réflexions et faciliter la prise de décision en vue d'une programmation d'activités. Et dans un troisième temps, des activités de formation ou de sensibilisation. Donc, quels sont les principes favorables à l'apprentissage et à la compréhension, notamment à des fins de sensibilisation, des conseils pour la mise sur pied d'un comité de formation ou de sensibilisation, ainsi qu'une feuille de route pour l'organisation et la livraison d'une activité de formation de sensibilisation. Le guide est accompagné d'une annexe modifiable qui est en cours de finalisation. Donc, le temps que vous lisiez le guide, l'outil ou l'annexe modifiable devrait être accessible. Donc, toutes les questions qui sont posées, la feuille de route, tous les exercices inclus dans le guide sont transcrits dans l'annexe modifiable afin que vous puissiez le remplir au fur et à mesure que vous organisez vos activités ou votre programmation d'activités. OK, maintenant, on revient à la question qu'on vous a posée au début. Sur une échelle de 0 à 10, où 10 est le plus élevé, comment est-ce que vous qualifieriez maintenant votre niveau de connaissance des enjeux de l'inclusion des francophones de LGBTQIA+ en Ontario? On s'entend que ce n'est pas dans une présentation de 2 heures qu'on va tout comprendre et qu'on va tout intégrer. Mais comparativement au début de la présentation, est-ce que vous sentez que vous avez une meilleure maîtrise des enjeux d'inclusion des francophones de LGBTQIA+ en Ontario? Arnaud, je t'invite à lancer le sondage. Oh, le sondage est lancé. Donc, les réponses rentrent. On va se donner quelques petites secondes. En attendant, je vais vous parler du rapport de recherche. Donc, en fait, tout a été développé
en fonction ou en parallèle à la recherche qu'on a réalisée. Le rapport devrait être terminé d'ici la fin du mois. Il contient une recension d'écrits sur les populations dont on parle, de même que la présentation des résultats ainsi que les recommandations. Alors voilà les résultats. On a 15% au niveau 5, 23% au niveau 6, 46% au niveau 7 et 8% au niveau 8 et au niveau 9. Donc, une amélioration quand même significative. Tant mieux si ça vous permet de mieux comprendre les enjeux de nos communautés et de mieux répondre à leurs besoins. Donc là, Arnaud, je t'invite à administrer le formulaire d'évaluation. On vous invite à évaluer en quelques questions l'activité de ce soir. Et puis ensuite, on va procéder à la période de questions. Donc, ça peut sembler étrange de faire ça dans cet ordre-là, mais c'est pour vous encourager à remplir le formulaire d'évaluation pour qu'on puisse profiter de vos rétroactions. Le formulaire est lancé. Merci, Caroline, pour la rétroaction positive. On va se donner un petit 3 minutes et demie là, pour le formulaire d'évaluation. Donc, dans le fond, on repart l'enregistrement simplement pour vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci aussi de rester avec nous si vous avez des questions, si vous souhaitez participer à une discussion autant sur les résultats que sur les ressources. On est là pour ça. Merci également à notre bailleur de fonds, Femmes et Égalité des genres, qui a soutenu financièrement ce projet. Et n'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle. Si vous voulez partager les ressources, on vous invite à partager le lien de téléchargement des ressources parce que ça va nous permettre de comptabiliser les téléchargements et d'assurer un suivi sur la qualité des ressources. Donc, on a aussi préparé un sondage d'évaluation des ressources et de la trousse afin de pouvoir améliorer, puisque c'est une première itération. On est consciente du fait qu'il y a certainement place à amélioration. Donc, on va profiter on compte sur vous, sur votre collaboration pour nous fournir des rétroactions qui vont nous permettre d'améliorer les outils, les ressources en fonction de vos besoins. Donc, merci. Et puis, Arnaud, je t'invite on va éteindre l'enregistrement pour procéder à la période de discussion, au cas où il y en a qui sont un peu plus gênés quand les questions sont enregistrées. Donc, merci et à la prochaine.